tout à l'heure que je m'étais dit que vous étiez quand même gonflé d'avoir fait une réunion à 17h30, mais je vois que c'était pas si gonflé que ça. Et qu'à mon avis, je ne connais pas quelle force politique est aujourd'hui capable de rassembler une salle comme ça un vendredi à 17h30. Donc c'est aussi peut-être le signe du temps et de la force de France Insoumise, quoi que l'on dise. Donc je suis venu dans la région pour une première raison, c'est que en 2023, il y a un peu plus d'un an maintenant, enfin un an et demi, au moment de la libération de Salah Hamouri, j'avais été invité par le village Emmaüs de Paul Escar pour justement avec Salah, et j'avais promis au comité pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah de revenir pour visiter Georges Ibrahim Abdallah. Et comme vous savez, pour la première fois depuis très longtemps, un juge, pour la première fois d'ailleurs tout court, avait décidé de sa libération après 41 ans de prison, je vais y revenir, et que le parquet national antiterroriste a cru nécessaire de faire appel sur cette décision dont le rendu va être fait le 20 février prochain. Je me suis dit que c'était la bonne date pour venir et mettre un peu de pression dans cette histoire. C'est la raison pour laquelle d'abord je suis venu dans cette région, ce qui fait qu'hier soir on a eu un meeting, enfin une réunion publique en tout cas fort réussie à nouveau dans le village Emmaüs, et que ce matin on a été voir Georges Ibrahim Abdallah en prison. Je vais commencer juste par là, par cette question. Enfin, c'est quand même, je veux dire que quand on y réfléchit, quand on regarde un petit peu le nombre d'années qui ont été en prison des prisonniers politiques célèbres, à commencer par le principal d'entre eux, Nelson Mandela. Voilà. Mandela a été 28 ans en prison dans le régime de l'apartheid. Aujourd'hui, Georges Ibrahim Abdallah, il est en prison depuis 41 ans en France. C'est juste quelque chose qui devrait faire les titres de l'actualité, quoi. Tellement c'est un scandale. Je rappelle que Georges Ibrahim Abdallah, je sais que beaucoup d'entre vous le savent, mais quand même, s'il y en a quelques-uns qui ne le savent pas, ça vaut le coup de le répéter. Il a été emprisonné pour complicité, pas l'acte lui-même, complicité avec l'assassinat d'un attaché militaire américain qu'il a toujours nié, et dont les services de renseignement français ont expliqué quelques années plus tard que très certainement c'était lié à une autre vague d'attentats qui avait pour origine l'Iran et non pas son mouvement qui était un mouvement communiste révolutionnaire libanais. Bien. Donc il est en prison depuis cette époque-là et c'est juste incroyable parce que depuis 1999 il devrait être libéré. On est complètement en dehors du droit. On est sur des ingérences très certainement américaines pour imposer qu'il reste en prison. Et donc la première chose que je voudrais dire ici, c'est qu'il doit être libéré le 20 février prochain. Il n'y a aucune autre décision vis-à-vis de Georges Ibrahim Abdallah qui a 73 ans, je vous rassure, il ne les fait pas. J'ai vu ce matin, il ne les fait pas. Hein, ça reste peut-être d'ailleurs ce qu'on lui reproche. Ça reste un militant révolutionnaire, marxiste, communiste, qui veut retourner au Liban pour continuer le combat. Enfin, il est inimaginable qu'il soit en prison. Donc, la première chose, je voulais un peu commencer par là, et puis commencer par une chose qu'il m'a dit ce matin, dans lesquelles je me retrouve totalement, et qui est le début de mon intervention. Il n'a pas arrêté de parler de nous, de la situation. On a eu beaucoup de mal à faire parler de lui. Hein. Il y a beaucoup de mal à parler de lui. Bon, nous, on est venu voir quelqu'un qui était en prison depuis 41 ans. Très franchement, on avait l'impression que des deux côtés, celui qui était menacé, c'était plutôt lui. Pour lui, non, c'est nous qui sommes menacés. Quand il parle de nous, c'est notamment France Insoumise, parce qu'il estime qu'on est finalement le dernier rempart, et du coup, les adversaires les plus ciblés de ce qu'il appelle, et je trouve que le terme, j'en fais bien, la fascisation du capitalisme. Voilà. Aujourd'hui, dit-il, il y a un danger de fascisation du capitalisme, et vous êtes, vous aujourd'hui, dans le viseur, parce que vous êtes les seuls, pas les seuls complètement, je ne veux pas être sectaire là-dessus, mais enfin, ceux qui vous y opposez de manière la plus nette et la plus ferme. Bon. Et je voudrais commencer par là, parce que la période que nous sommes en train de vivre, pas seulement en France, mais dans le monde, elle est d'abord marquée par ça. Elle est marquée par l'extrême droitisation du néolibéralisme. Autrefois, dans les années 30, on disait que le capitalisme avait utilisé le fascisme comme rempart. C'était plutôt Hitler que le Front populaire. Aujourd'hui, on est dans une autre période où, j'allais dire, le capitalisme est prêt à devenir le fascisme lui-même, sans même plus avoir besoin, quelque part, de médiation pour continuer à imposer son système injuste et d'exploitation qu'on connaît. Si je dis ça, c'est que regardez bien la manière dont s'extrême droitise
à peu près la plupart des démocraties dans le monde. Ce n'est pas des gens qui viennent des courants organisés de l'extrême droite. Trump ne venait pas de l'extrême droite organisée. Bolsonaro ne venait pas de l'extrême droite organisée. Orban ne venait pas de l'extrême droite organisée. D'accord? C'est des gens qui viennent très clairement, parfois même du milieu des affaires directement, du néolibéralisme. Et en réalité, pour continuer à asseoir ce capitalisme financiarisé, on peut parler de nouvel âge du capitalisme, qui a finalement une vision totalement absolutiste du marché, qui entend, j'allais dire, imprimer sa marque et sa domination sur toutes les activités humaines, y compris celles dont on estimait, notamment depuis la Libération, qui avait marqué quelque part sa défaite, parce que justement il avait collaboré avec le fascisme, qu'elles étaient dévolues justement, notamment le bien commun, à des services publics et autres. Donc cette volonté du capitaliste d'avoir une vision absolutiste du profit, du marché, évidemment, elle est tellement injuste, elle produit tellement des inégalités, qu'elle en devient tellement insupportable qu'à un moment donné, pour assurer sa domination, on est déjà, dans un premier temps, obligé de recourir à des mesures de plus en plus autoritaires. Ça, c'est ce qu'on vit en ce moment. Des mesures de plus en plus autoritaires, j'y reviendrai, mais le devenir, pour moi, il est clairement celui d'une possibilité fasciste. Il est clairement une tendance qui peut être une tendance totalitaire du capitalisme. Et si on avait quelqu'un qui représente bien, à mon avis, cette évolution, c'est Musk. Dans cette vision globale de domination où vous dominez les médias, les réseaux sociaux, l'économie et maintenant la politique. Bon, c'est à ça qu'on est en train d'assister. Voilà, je crois qu'il faut le commencer maintenant. C'est pas pour vous faire peur, parce que je pense que vous le ressentez comme moi. Bon, mais c'est juste pour montrer la dangerosité de cette période et le moment important de cette période. Quelque part, on est finalement dans une période qui rappelle, alors ça rappelle cette montée de l'extrême droite, du fascisme, rappelle les années 30, mais les années 30 elles-mêmes sont un produit. Elles sont un produit de la première mondialisation capitaliste, c'est-à-dire celle d'avant 14, hein, où on avait déjà la manière dont le libre-échange et des blocs impérialistes, économiques, étaient en train de se concurrencer dans le monde, ce n'est pas forcément les mêmes. Et avec les conséquences qu'on a connues, c'est-à-dire 2 guerres mondiales. Bon. On est en réalité dans cette période d'affrontement, y compris maintenant, de remise en question d'un libre-échange absolu au profit d'un affrontement d'empires qui, sans complexe maintenant, montrent qu'ils sont en guerre commerciale avant d'être peut-être en guerre tout court, même si d'ailleurs ils le sont de manière intermédiaire sur des conflits dits secondaires. Bon. Voilà, nous sommes dans cette période-là. Et donc, pourquoi je dis tout ça? C'est qu'il n'y a pas tellement d'endroits dans le monde où la forme de résistance à cette domination capitaliste, elle est incarnée majoritairement par une gauche radicale. Vous pouvez regarder à peu près partout, y compris malheureusement dans les pays, je pense par exemple à l'Italie, où la gauche a quasiment été rasée. Nous avons donc ici en France quelque chose de spécifique. Et cette chose spécifique, c'est le fait que depuis maintenant 2017, c'est la gauche radicale qui est devenue majoritaire à gauche. Et qui, à partir de là, peut prétendre remporter le pouvoir devant les élections, devant les urnes, devant le suffrage universel, en imposant un programme de rupture. Et ça revient à ce que disait Georges Ibrahim Abdallah tout à l'heure, quand il était très inquiet pour nous, y compris physiquement, en disant ils ne peuvent pas vous laisser faire. Voilà le moment, je crois, où nous sommes et où s'inscrit la période que nous connaissons depuis juillet. Parce que ce n'est pas seulement que cette gauche est dominée aujourd'hui par la gauche radicale, c'est surtout qu'en plus elle est capable de gagner les élections. Alors ça a été quand même leur grande trouille. Moi je suis absolument certain que quand Macron décide la dissolution, il pense que le Rassemblement national va gagner les élections. Bon, c'est pas très compliqué, tous les sondages, jusqu'au dernier, à 20h, à 19h30, donnaient le Rassemblement national vainqueur. Donc lui, moi je pense qu'il a fait la même analyse. Parce que pour ma part, je ne fais pas de différence entre le personnage que représente Macron, qui est, j'allais dire, une traduction quasiment organique du capital, ou en tout cas des capitalistes les plus importants, et puis par exemple le devenir de Bolsonaro-Trump. Je pense que depuis longtemps que Macron a un problème avec la République, et que quelque part l'idée que sous sa présidence se recompose une droite et une extrême droite qui impose un régime toujours plus autoritaire, qui utilise le racisme pour diviser le peuple, etc., c'est pas quelque chose qui le choque en soi. Voilà. Ce qui est important pour lui, c'est que la forme de système économique qu'il représente continue en réalité à sévir, c'est-à-dire cette politique d'offre et cette activité. Donc,
quand il décide de la dissolution, Benalla, je parle de Benalla parce que je pense que c'est une histoire de commission d'enquête, mais Bardella, Premier ministre, moi je pense que ça ne choque pas du tout. Je ne pense pas que si le Rassemblement national avait gagné les élections, on aurait eu Macron aussi, j'allais dire, aussi méprisant pour dire qu'il n'était pas question, comme il l'a fait par rapport à Lucie Castel, qu'il soit Premier ministre. Je pense qu'il aurait appelé immédiatement le Rassemblement national à gouverner le pays. Mais il ne l'a pas fait, on le sait, parce qu'ils ont perdu, qu'on a gagné, quoi qu'on en pense, et que, par contre, il a, lui, décidé un déni démocratique qui est quand même assez, j'allais dire, original dans une démocratie, c'est-à-dire de ne pas appeler les vainqueurs pour gouverner, mais d'appeler les vaincus. Voilà, c'est-à-dire son camp qui a continué donc à gouverner ce pays. Et ça nous a amené à quoi? Ça nous a amené au gouvernement Barnier, et avec une nécessité qu'on s'était fixée, que tout à l'heure a décrit Sylvie, c'est-à-dire de faire tomber le gouvernement Barnier par la motion de censure, ce qu'on a réussi à faire, j'ai eu l'honneur de la porter, et de faire en sorte que, pour la première fois depuis 62 ans, on arrive à faire tomber un gouvernement de droite par la censure, et en plus de ça, que ça soit la gauche radicale qui fasse tomber un gouvernement de droite et sa politique en faveur du capital. Il y a maintenant un peu plus d'un mois de ça, avec cette défaite évidente du gouvernement Barnier. Bon, très franchement, au moment où ça s'est passé, je ne vais pas vous dire que j'étais surpris que Macron ne s'avait pas vaincu. Je ne pensais pas que ça allait lui suffire pour dire tout d'un coup, soit tiens, je vais appeler le NFP à gouverner, c'était assez normal, soit pourquoi pas je démissionne. Parce que le responsable de tout ça, c'est quand même lui, quoi. Donc je pensais effectivement qu'à nouveau, il tenterait le coup avec un autre gouvernement, et donc ça a été un maire pas très loin d'ici, ça a été François Bayrou, donc qui a gouverné le pays. Alors par contre, la mauvaise surprise, effectivement, qui nous est tombée dessus, c'est qu'on ne pensait pas que, de manière aussi rapide, un de nos partenaires du NFP allait faire faux bond pour censurer ce gouvernement. Je dis ça parce que si le Parti socialiste avait accepté de voter la motion de censure qu'on a redéposée de manière logique, et je vais y revenir après, sur le budget BO, le Rassemblement national aurait été obligé de voter cette motion de censure. Et d'ailleurs, ils l'ont dit, ils ont expliqué qu'ils ne la votaient pas parce qu'à partir du moment où le NFP n'était pas ensemble pour la voter, qu'arithmétiquement, du coup, il était impossible de gagner, ils ne voyaient pas vraiment la nécessité d'aller voter un texte qui était évidemment un texte qui n'était pas sur leur base. Je pense que si on avait tous été prêts à voter la motion de censure, le Rassemblement national, y compris devant son électorat, était obligé, ne pouvait pas être la seule force qui laissait survivre le macronisme. Donc la responsabilité du Parti socialiste, elle est immense dans ce qui s'est passé. Elle est absolument immense. Tout simplement parce qu'elle s'inscrit dans la durée. Peut-être, je vais y revenir à la fin, y a-t-il encore une possibilité de rattrapage la semaine prochaine du fait de l'affaire Bettara. Mais sinon, ce qui a été décidé de ne pas voter la motion de censure, c'est un minimum de permettre aux macronistes de sévir pendant un an de plus, c'est-à-dire une politique économique injuste, doublée de mesures de plus en plus identitaires pour s'appuyer sur l'extrême droite, sécuritaire, raciste, etc., avec notamment M. Retailleau en figure de proue. Voilà ce qui était l'enjeu. Et donc ceux qui n'ont pas voté la censure, non seulement ils ont permis d'appliquer un programme budgétaire absolument injuste, mais en plus de ça, ils ont ouvert les vannes pour que la suite, d'ailleurs ça n'a pas attendu, ça a été de lendemain, avec la loi du texte sur la question c'était sur Mayotte, c'est ça, sur la question du droit du sol à Mayotte, où on a eu un festival dans l'Assemblée de députés du socle commun en train de dire que bon, ils votaient ça, mais qu'en réalité, si on pouvait remettre carrément en question le droit du sol, ça serait pas plus mal, sous les applaudissements de Mme Le Pen. On ne peut pas plus dire ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire que l'extrême droitisation que je vous décrivais autre part, elle va être là. Je dirais, elle était déjà là, vu la manière dont ont été réprimés les gilets jaunes, les mouvements sociaux, etc. Mais quand même, avec un accent d'avantage, c'est que cette fois-ci, ça s'en prend, y compris à des principes républicains de base. Le droit du sol, c'est un principe républicain fondamental. Sinon, c'est le droit du sang. C'est Vichy. Je
Je rappelle qu'il y a que Vichy pour l'instant qui a appliqué le droit du sens public. Donc voilà où nous en sommes, et voilà ce que ouvre comme possibilité le fait de ne pas voter la censure. Sur le budget, parce que tu m'as invité à en parler quelques minutes, deux petites réflexions. La première, c'est qu'on est quand même dans une situation absolument paradoxale. Enfin, pas paradoxale, dans leur logique, elle ne l'est pas, mais quand même, je me permets de le noter. En ce moment, je fais une commission d'enquête sur les raisons pour lesquelles le déficit a explosé 2023-2024. Il a totalement explosé par rapport aux prévisions, à leurs prévisions de Le Maire et compagnie. Le jour, Gabriel Attal vient dans cette commission d'enquête et il dit « Ce ne sont pas les dépenses publiques qui ont augmenté qui expliquent ce déficit, c'est le manque de recettes. » Jusqu'à là, tout va bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à force d'avoir fait des cadeaux à hauteur de 62 milliards, même les économistes libéraux, même Gabriel Attal est obligé de reconnaître que ce n'est pas les dépenses publiques dont, pour votre gouverne, je le dis et redis, parce que ça permet de contrer un peu une propagande, par rapport au PIB, les dépenses publiques ont baissé depuis 2017. C'est les recettes qui ont diminué. Et les recettes, aux 2/3, à l'avantage des 10% des Français les plus riches. Et même de manière incroyable et inédite dans l'histoire de ce pays, qui a quand même le terme égalité dans sa devise, au profit des 0,001% les plus riches, mais qui nous coûtent des milliards. Vous vous rendez compte que, grâce aux cadeaux fiscaux, qui a commencé à installer un bouclier social pour le capital qui s'appelle la flat tax, plus la suppression de l'ISF et d'autres cadeaux. Est-ce que vous vous rendez compte que les 500 personnes les plus riches de ce pays, ils avaient, en 2017, ils possédaient 20% du patrimoine national. En 2022, ils en possédaient 42%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à l'échelle historique, ce que ça représente en si peu d'années, d'avoir doublé sa richesse. Et comme la richesse nationale, dans le même temps, n'a pas doublé, inévitablement, comme je suis un peu marxiste sur les bords, je me dis que si la richesse des uns double, alors que la richesse nationale ne double pas, ça veut dire qu'elle se fait sur les dos des autres. Bon, et que le partage de la valeur ajoutée, du fait justement des politiques sociales qui ont été mises en place et des politiques fiscales, elle a, je veux dire, accumulé des richesses comme jamais on l'a vu. Et ça, c'est pas juste un problème d'égalité, c'est un problème qui coûte des dizaines de milliards à l'État. Je le disais tout à l'heure, avec les mesures que nous avons proposées, NFP, lors de la première partie du budget, rendez-vous compte qu'on a été récupéré 37 milliards d'euros en ne touchant qu'aux ultra-riches et aux grandes entreprises. Tellement la richesse s'est accumulée. Et que ça faisait même baisser le déficit en dessous de 3%, ce qui faisait qu'on faisait même mieux que les austéritaires. Donc, cette question-là, quand Attal dit c'est pas les dépenses qui sont en cause, c'est les recettes, bah, moi, je lui dis, bah, d'accord, vous avez fait quoi? Et lui dit, bah, j'ai pensé matin, midi et soir à baisser les dépenses publiques. Bon, je lui dis, mais c'est dommage, pourquoi vous n'avez pas passé matin, midi et soir à augmenter les recettes? C'est logique, quoi. C'est un peu comme si vous venez devant chez un médecin, vous avez mal à la jambe, il vous soigne le ventre, quoi. C'est curieux, quoi. C'est pas terrible en termes de soins médicaux. Donc c'est ce qui se passe. C'est ça leur politique. Et pourquoi c'est leur politique? Parce que leur projet, c'est le projet du capitalisme, qui est le fait de favoriser les ultrages. Alors, ils expliquent pourquoi ils le font. Ils disent, c'est une question de compétitivité. Si vous avez tiré les capitaux en France, ça fait des investissements de demain. Vous savez, c'est pour les plus anciens, c'est Schmitt qui était chancelier allemand dans les années 80, qui avait sorti ça, qui avait dit les profits d'aujourd'hui, c'est les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Alors là, il n'y a pas eu de problème. Hein. Ça a été les profits d'aujourd'hui, ça a été les profits qui ont fait des dividendes comme jamais on a vu dans ce pays. Par contre, désolé, mais on n'a pas vu d'investissement. Les investissements des entreprises ont baissé en France tendanciellement depuis 2017 et on n'a pas vu d'emploi parce que contrairement à ce qu'ils disent, il n'y a pas eu d'emploi créé grâce à cette politique. Personne ne les a vus capables de les déterminer. Donc cette politique-là, ils continuent à le faire pour enrichir leur classe. Macron, il enrichit sa classe. Il ne faut pas chercher ailleurs les raisons même de la politique. Et la raison pour laquelle, coûte que coûte, il ne voulait pas nommer un gouvernement du LFP. C'était pas qu'il n'aimait pas Mélenchon. C'était pas qu'il ne voulait pas de LFI. Parce que quand LFI a dit, bah, ok, d'accord, vous faites le programme et nous on vient pas au gouvernement. Chiche. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah bah non, parce que c'est le programme qui nous gêne. Bon. Donc voilà l'élément fondamental qui explique que coûte, ils essayent de tenir. Et donc on s'est retrouvé avec Bayrou. Alors, comment Bayrou s'en est sorti? Bon, premièrement, il avait des bons partenaires pour son soutien, le Parti Socialiste. Il a dit, je vais discuter avec vous, je vais vous lâcher des choses.
et il dit qu'il a lâché des choses. Alors juste quand même pour bien comprendre. Première chose qu'il a fait, ça a été de dire, il n'y a pas de budget, il faut absolument un budget très vite, parce que vous comprenez, sinon c'est la catastrophe pour tout le monde. Donc je le redis, la loi spéciale qui a été adoptée par l'Assemblée, c'est un budget. Ça permettait au moins le temps nécessaire de prendre tous les crédits, vous m'entendez bien, ouverts en 2024, et il y avait plus de crédits ouverts en 2024 qu'il y en a eu avec le budget qui a été voté, et de les dupliquer sur 2025. C'est le gouvernement qui a décidé par circulaire qu'en réalité, il réduisait ce budget. Par exemple, c'est le gouvernement qui décide à un moment donné qu'il ne va pas permettre que les mairies continuent à embaucher des emplois de service civique. Ce n'était pas dans la loi spéciale, c'est le gouvernement qui le décide. Donc ils ont organisé quelque part une espèce de sabotage de la loi spéciale pour dire, mais attention, il n'y a pas de budget. On aurait pu s'entendre à ce que tout le NFP le dénonce. Non, on a nos amis socialistes qui ont dit la même chose. Quand je dis ça, je ne sais pas s'il y a des socialistes dans la salle, mais ce n'est pas par sectarisme que je dis ça, c'est par déception. Comprenez-le. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé. Et puis les concessions qu'il a fait, alors là c'est absolument extraordinaire. Les seules concessions qu'il a fait, il y en a 4. Parce que tout le reste, on l'avait gagné avec la censure. Hein. Les retraites, on l'avait gagné avec la censure, elles ont été indexées à l'inflation. Il y en a 4. Il y a effectivement, en septembre, soi-disant 4000 postes préservés d'enseignants. Le coût pour l'État, 50 millions d'euros. Mais dans le même temps, Bayrou, il a baissé 225 millions de plus le budget de l'éducation nationale. Et comme je ne sais pas s'il y a quelques spécialistes des finances publiques dans la salle, mais comme vous le savez, en réalité, tout ça c'est fongible. C'est-à-dire que quand vous ciblez un budget, le budget il peut bouger, le ministère peut le faire bouger. Donc le but, c'est que Bayrou, il a effectivement dit ok, on préserve 4000 postes, 50 millions d'euros, et de l'autre côté, il a pris 225 millions d'euros. C'est pareil sur le jour de carence. Effectivement, il a dit on ne touche pas au jour de carence. Ça coûte 280 millions à l'État. Mais d'un autre côté, il a dit on va moins indemniser tous les congés maladie, les indemnités maladie de 10%, ça fait 700 millions d'économies pour l'État. Et tout est comme ça. Et le bilan de ça, c'est que globalement, le budget Bayrou, il a accru l'austérité du budget Barnier de 7 milliards d'euros. 7 milliards de moins et directement imputé sur les services publics, etc., la fonction publique. Alors tout à l'heure, quand on était ce matin à Lannemezan, les gardes de prison nous ont dit écoutez, on peut vous passer un message. Aussi, ils ont été assez sympas. Hein, on a pu voir les prisonniers politiques basques, les Kanaks qui sont là-bas à 17 000 km de chez eux emprisonnés, ce qui est un pur scandale. Et ils nous ont dit passez le message, ici il nous manque 20 postes. On est en sous-effectif de 20 postes. Donc, cette politique, ces conséquences de cette politique, quand vous baissez de 7 milliards de plus, de moins le budget, quand vous retirez 7 milliards au budget Barnier, qui lui-même déjà avait fait en sorte qu'il y ait 17 milliards en moins par rapport au budget 2024, ça a des conséquences directes sur tous nos services publics. Le ministère du Travail, c'est moins 3 milliards. Le ministère de l'Éducation nationale, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des centaines de millions d'euros. Le ministère de la Recherche, c'est 1 milliard de moins qu'en 2024, etc., etc. Et puis je voudrais aussi parler d'un autre budget. C'est le budget de l'écologie, quoi. Ce que fait ce gouvernement, c'est une politique écocidaire. Quand vous avez tous les spécialistes qui vous disent que pour atteindre les objectifs climat, juste les objectifs climat de l'accord de Paris, il faudrait 50 milliards de plus d'investissements publics par an à partir de 2030, donc il faut monter déjà en gamme, et que ce budget de baisse de 2 milliards, c'est écocidaire. Voilà. C'est ça le bilan du budget Bayrou. Alors, j'ai un peu du mal à considérer, si on regarde à côté du programme UNFP, comment on ne le censure pas, quoi. Et donc, ça a été décidé de ne pas le censurer. Ils n'ont pas censuré non plus le PLFSS. Là aussi, je m'arrête 2 secondes. Là, l'argument, c'était de nous dire il faut absolument un PLFSS. Ils nous ont fait le même coup que le budget. Je rappelle que le projet de loi de la finance et de la sécurité sociale, l'ONDAM, ce sont des objectifs, ce n'est pas des crédits ouverts. Donc, on pouvait très bien attendre que ce budget soit adopté plus tard en faveur d'un long budget, et ça n'aurait pas changé. Les gens auraient été payés, les soignants, les patients auraient été remboursés, etc. Donc là aussi, c'est un chantage qu'ils nous ont fait. Et le bilan de ça, ils ont beau dire, c'est que par rapport aux besoins de l'ONDAM, aux besoins des hôpitaux, il manque 3,5 milliards. On a même été chercher chez les apprentis pour les obliger désormais à payer la CSG, etc., etc. Donc ce PLFSS, il devait être censuré. Rien n'explique que ce PLFSS n'ait pas été censuré. Si ce n'est
que de vouloir faire en sorte que le gouvernement Bayrou continue par stabilité, pour surtout pas risquer de présidentielle anticipée, etc., parce que les autres, ils n'étaient pas prêts, mais surtout parce qu'en réalité, je pense que d'ailleurs c'est beaucoup M. Hollande qui a repris la main, c'est finalement la même poursuite de la politique que lui avait mis en place en nous léguant Macron il y a quelques années. Voilà ce qui s'est passé. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et de cette situation, je le répète, derrière ça, c'est la menace sur le droit du sol, etc. etc. Donc il y a possibilité mercredi prochain, il y a une nouvelle motion de censure. Le groupe socialiste a posé une motion de censure. Au début, c'est un leurre. C'est-à-dire, la motion de censure, elle est de dire on va censurer le gouvernement sur les déclarations de M. Bayrou sur la submersion. Pas de problème, évidemment. J'ai envie de censurer le gouvernement sur ça, sur le fait de reprendre le type de déclaration de Zemmour. Et sauf que quand vous mettez une motion de censure sur ce thème-là, qui est typiquement le problème de l'extrême droite, vous ne pouvez pas vous attendre que le Rassemblement national vote la motion de censure. Moi, je regarde arithmétiquement les choses. Donc c'est un leurre. Alors, sauf que depuis 2 jours, il y a autre chose qui s'est mis en place, c'est le fait que le Premier ministre a menti à 2 reprises déjà de manière éhontée sur l'affaire de Betarab, ce qui laisse peut-être espérer que du coup, on arrive à utiliser, ou même en déposer à nous, une motion de censure pour arriver quelque part à censurer, je vais dire, le tableau global de M. Bayrou, c'est-à-dire à la fois ses mensonges et sa politique économique, plus ses inclinaisons vis-à-vis de l'extrême droite. On verra bien si on y arrive. En tout cas, c'est l'objectif qu'on va essayer de se donner. Si on n'y arrive pas, je terminerai là-dessus. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à se mobiliser. Donc c'est pour ça qu'on a mis la date du 22 mars sur la table, parce qu'il ne faut pas laisser l'extrême droitisation se passer, même si on a tous les médias contre nous, même si c'est difficile, ça doit être nécessaire, et il faut, de ce point de vue-là, j'allais dire, s'appuyer sur l'extraordinaire succès de meeting. L'autre jour, j'étais avec Jean-Luc à Toulouse, il n'y a que nous qui sommes capables de réunir 2000 jeunes dans un amphi à la fac. Le lendemain, on a fait les rencontres nationales des quartiers populaires. Il n'y a que nous qui sommes capables de mettre 700 militants des quartiers réunis dans une salle, etc. Donc, il faut s'appuyer là-dessus, donner des dates, espérer que le mouvement social se mobilise pour tous les mauvais coups qui sont devant nous. Et je sais qu'ici, il y a des syndicalistes qu'on a vus tout à l'heure, notamment de Tourneau et des forges de Tarbes qui sont dans la salle. Il y a de quoi faire, tellement les coups vont tomber à la fois en plan de licenciement, le chômage qui remonte, les dégâts de cette politique économique. Donc il faut espérer, jusqu'au prochain coup en termes électoraux, parce que je ne vois pas comment le macronisme peut continuer à durer 2 ans et demi comme ça, et qu'à minimum, il devrait y avoir des législatives anticipées. En tout cas, c'est ma conviction, et c'est aussi à ça qu'on se prépare. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc vous comprenez que je vois bien le danger du moment, mais qu'on reste très combatif à l'Assemblée nationale, et que, j'allais dire, sachez que tout ce qu'on reçoit de mots d'encouragement de la part de tout le monde, ces salles qui sont remplies, l'action que vous avez tous, je sais les uns les autres aussi, c'est un formidable encouragement pour nous à continuer la bataille et le combat. Merci.